Bien, merci Jacques Cheminade de nous recevoir chez vous. Jacques Cheminade, on ne vous présente pas, un grand parcours dans la vie politique française. Vous êtes né à Buenos Aires. Vous avez fait des études commerciales, HEC, vous avez fait des études pour servir la sphère publique, l'ENA. Vous avez été dans la fonction publique que vous avez quitté en 1981 pour fonder le Parti ouvrier européen. C'est le début d'une grande aventure politique qui va vous mener jusqu'en 1995 à l'élection présidentielle. C'est votre première candidature au nom de votre mouvement Solidarité et Progrès. Vous représenterez en 2012 face à Nicolas Sarkozy et François Hollande et récemment, en 2017, l'élection qui a vu Emmanuel Macron triompher. Jacques Cheminade, les médias n'ont pas repris tous vos propos et notamment on avait envie de vous entendre sur cette crise du coronavirus, les conséquences pour la France, les conséquences pour l'économie, mais d'abord, tout simplement, je voudrais savoir comment vous, personnellement, vous avez vécu cette crise. Je vous remercie tous deux d'être venus. Comment l'ai-je vécu? D'abord, bien, parce qu'il y a, depuis mon appartement, le ciel. Et en voyant le ciel, on se sent un peu élevé constamment. Ensuite, parce que notre mouvement politique est resté très actif pendant le coronavirus, pendant le confinement. Tous les jours, nous avions deux appels. Un appel le matin pour faire le point de la situation, internationale et nationale, et l'après-midi, un appel pour mesurer nos interventions et comment on pouvait les étendre à moyen des visioconférences ou des vidéoconférences. Et enfin, c'est un moment où on peut relire, on a un certain temps pour relire, le temps change, et ce temps de relecture, pour moi, très important. J'ai relu les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, de Schiller, que je relis et relis très souvent, et le rouge et le noir, parce que dans le rouge et le noir, j'ai vu progressivement que Stendhal cite d'ailleurs Schiller à plusieurs reprises, et que aussi il regarde cette société un peu comme je regarde la nôtre, avec disons une certaine tristesse et une certaine disons désir de la changer, de la modifier pour la rendre meilleure. Le Rouge et le Noir, c'est aussi le roman d'un ambitieux. C'est un roman d'un ambitieux et qui ne peut qu'échouer dans la société où il se trouve, à cause de ses contraintes. Et c'est un moment où Julien Sorel, l'ambitieux, vit quelque part sous Napoléon, et où Mathilde de la Mole, elle vit à la cour de Henri III, avec ses ancêtres. Donc aucun ne vit vraiment dans l'histoire de son temps, et je crois que c'est le grand problème du Rouge et le Noir. Alors revenons à notre période. On voudrait savoir finalement, vous, votre mouvement, quels sont les enseignements essentiels que vous tirez de cette crise du point de vue de notre société? On va avoir une société qui n'était pas prête. On peut accuser Macron et son entourage aussi, mais ça fait très longtemps qu'on savait qu'il fallait se préparer à une pandémie. Or, pas de masque, pas de tests et peu de respirateurs. Donc, avec un système hospitalier où il y a des gens extraordinaires, ceux qu'on applaudissait tous les soirs à 8 heures, on n'est pas équipé. Pourquoi? Parce qu'on a fonctionné en flux tendu et en just in time, juste à temps, comme disent les Américains, au lieu de penser long, au lieu d'avoir une vision longue, qui était celle du plan en France. C'est pour ça que je pense qu'il faut revenir au plan. Et la deuxième chose, c'est dans la population, une absence assez répandue de l'intérêt d'autrui, l'avantage d'autrui. Les masques étant l'exemple, on a pensé plus au masque pour se protéger que pour protéger autrui. Or, les masques, c'est pour protéger autrui, protéger la société et empêcher que le virus se répande. C'est la première chose. D'accord. Alors, les conséquences ne sont pas forcément encore palpables, mais on sent la crise économique venir. Elle est anesthésiée sous l'argent public. Comment, vous qui êtes particulièrement attaché aux problématiques économiques de la société, envisagez-vous le traitement de cette crise économique? Le gouvernement Castex vient d'annoncer l'esquisse d'un plan de relance. De votre point de vue,
est-ce suffisant? Est-ce la bonne façon d'aborder les choses? Quelle préconisation faites-vous? Alors, je suis tout à fait partisan d'un plan. Ceci dit, un plan, qu'est-ce que ça veut dire pour que ça puisse être appliqué? Il faut d'abord des commissions verticales et horizontales, des commissions par sujet, des commissions par secteur, comme avait le plan français. Il faut que le plan soit indicatif, c'est-à-dire qu'il indique la direction où aller dans le futur. Ce n'est pas un plan soviétique, c'est un plan où il y a une adhésion de tous. De Gaulle parlait de l'adhésion du sentiment. Je crois qu'aujourd'hui on ne l'a pas vis-à-vis des gens qui sont au poste de commande. Et puis, disait aussi Louis Armand, le plan c'est la vision d'Henri le Navigateur, c'est-à-dire où on pense le futur par rapport, aujourd'hui il disait, l'espace et la mer, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'univers établi. Alors, par rapport à ce qu'il faut faire, évidemment, il faut avoir cette conception-là, une vision longue. Et il faut d'abord réparer, on a l'argent, il faut le faire. Avant on disait on arrivera à 10 milliards, c'est beaucoup, 20 milliards, c'est beaucoup. Là tout à coup 600 milliards pour la France, 1350 milliards dans la Banque Centrale Européenne, et 750 milliards le plan Merkel-Macron. C'est énorme. Donc un pognon de dingue, comme disait Macron, il faut le constater. Donc il faut en faire quelque chose, mais pour le peuple, par le peuple. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui entretienne un système dans leurs recettes, comme disaient les Américains, pour maintenir l'ordre établi. Car l'ordre établi, c'est lui qui est fautif de la situation dans laquelle on se trouve. C'est lui qui a empêché qu'on se mobilise en le préparant avec des stocks, qu'on se mobilise pour une pandémie. Il n'a pas créé le coronavirus, mais il était incapable d'y faire face. Donc, reconstruire. Ensuite, il faut aller plus loin, voilà, c'est-à-dire reconstruire. Oui. Reconstruire, ça veut dire arrêter cet argent qui est de la fausse monnaie, qui est un capital fictif, et recréer un flux qui est le flux nécessaire pour l'école, pour l'hôpital, pour le laboratoire, pour les projets à long terme, et pour la culture. La culture, c'est quelque chose qu'on oublie. Et la crise de tous les milieux culturels est terrible, comme celle du tourisme et de l'hôtellerie. Et enfin, il faut refonder, c'est-à-dire avoir une société où le sens du progrès soit associé à la solidarité, et où on pense grand. On pense à développer l'Afrique, on pense à une politique spatiale, on pense à une politique de la mer où l'océan doit être rétabli dans une fonction de une chose dans laquelle qu'on ne pille pas, mais qu'on entretient et qu'on développe. Donc tout ça, c'est une vision beaucoup plus longue, et on pourrait parler pendant des heures de la manière de la mettre en place. Mais là, ce qui manque le plus, c'est la volonté politique de faire face. C'est De Gaulle partant à Londres parce qu'il le fallait. Ça manque aujourd'hui. Alors, quand on vous écoute, effectivement, on entend les esquisses de ce plan quinquennal qui était celui de l'économie de Jacques Rueff. On entend ce volontarisme. Pensez-vous que le commissariat au plan qui nous est promis va répondre à cet impératif? Alors il faut être honnête, j'aime pas Monnet et j'aime pas la politique qu'il a fait pour adapter à une Europe qui est la mauvaise Europe. Mais il faut reconnaître les qualités à chacun. Jean Monnet a fait le plan, c'est lui qui l'a fait après la guerre, et c'est De Gaulle qui lui a confié. Donc on peut y avoir conjonction des contraires pour quelque chose de supérieur et de meilleur. C'est la première chose que j'ai à dire sur ce plan. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de plan possible sans quelque chose qui permette de le financer. Et pour ça, il faut une banque nationale aujourd'hui, il faut du crédit productif public, pas une somme de crédit privé, du crédit public, et il faut séparer d'un côté les banques de dépôt et de crédit qui doivent être maintenues pour être une arme, un moyen de développement de ce que le plan indique, et de l'autre côté, les banques d'investissement, les banques qui spéculent sur les marchés financiers qu'on a pu aider. Et on verra à ce moment-là quels sont les états de faillite virtuels. Alors, donc, il faut toutes ces politiques-là. Juste parce que ça rejoint ce que vous dites, dans votre programme de l'élection présidentielle de 2017, La France dans les yeux, vous avez parlé de reconquérir sa souveraineté monétaire. On est là au cœur de ce que vous évoquez, notamment à travers cette banque publique. Pourriez-vous nous donner quelques indications sur ce que vous entendez par reconquérir sa souveraineté monétaire, traiter le sujet de la dette et, pour aller jusqu'au bout de votre raisonnement, ce que vous appelez l'occupation financière de notre pays? Alors, Georges Boris, qui était le conseiller de la France libre et qui était l'ami de Mendès France,
avait dit à l'époque, si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et aujourd'hui, la monnaie contrôle l'État. Alors la monnaie, qui c'est? C'est une oligarchie financière qui opère à l'échelle du monde, et l'euro n'est qu'une courroie de retransmission de ça, malheureusement. C'est pas même Jacques Delors dit « je ne reconnais pas mon euro, je ne reconnais pas mon euro ». Quand même, il a créé les conditions où l'euro est devenu ce qu'il est. Donc il faut changer complètement toute cette orientation-là. Et il faut qu'il y ait entre pays, je pense qu'il faut revenir au plan Fouché. Le plan Fouché, qu'est-ce que c'était? C'est les pays qui se mettaient ensemble en Europe, c'est la véritable Europe, pour des projets. Alors, tous étaient d'accord, on le faisait. Tous étaient d'accord, il y en a un qui n'aimait pas trop ça, mais qui le laissait faire. Les autres le faisaient ensemble, un se retirait. Et un n'était pas du tout d'accord avec ce que les autres faisaient, il mettait son veto, on ne le faisait pas. Donc je pense que l'Europe, c'est ça, c'est ce qu'on appelait les coopérations renforcées ensuite. Donc ça, c'était cette vision de l'Europe. Mais elle ne peut être active dans le monde d'aujourd'hui que si ça se situe dans le cadre d'une coopération économique internationale. La coopération économique internationale, c'est le Bretton Woods que voulait Roosevelt et que Truman a trahi aux États-Unis. C'était un nouveau système économique et monétaire international qui n'est plus dominé par les intérêts financiers, mais qui est physique, humain, et qui permet le développement des pays du Sud. Et nous avons élaboré aussi à l'échelle internationale un grand plan de santé publique pour mettre tous les pays du Sud en mesure de résister à des pandémies et de développer la santé des populations. D'accord. Alors, revenons à l'actualité plus immédiate. Jean Castex a fait donc son discours de politique générale à l'Assemblée. Avec un ton différent, une approche, un style, un accent mis particulièrement sur la notion de territoire. On aimerait avoir votre commentaire sur à la fois le style nouveau qui est imprimé à ce quinquennat et puis un peu plus sur le fond. Est-ce que vous pensez que les orientations annoncées vont dans le bon sens? Alors je ne crois pas que le style soit l'homme. Il y a un style apparemment nouveau. En réalité, si on écoute le discours de Macron ou le discours de Castex, on retrouve toute une élaboration de choses qui existent déjà, auxquelles on rajoute des choses nouvelles. C'est-à-dire, par exemple, on va faire rentrer le plan, le Haut Commissariat au Plan, le Commissariat au Plan, dans la boîte du libéralisme. Ça ne marche pas. Et c'est là qu'il y a une contradiction très grande entre le discours et la réalité. Et le discours de Jean Castex, qui est un homme sympathique par ailleurs. Ce discours de Jean Castex est un discours prononcé une voix monocorde, pas enthousiasmante. Ce qu'il faut à la France, c'est quelqu'un qui enthousiasme. Enthousiasme, amour du beau, c'était la définition du dieu intérieur des Grecs, et ça on ne voit pas du tout en France aujourd'hui, ce dieu-là au moins. Donc il faut revenir à l'esprit qu'on avait au début des 30 Glorieuses, c'est-à-dire on sort de 45 et on décide de reconstruire et de moderniser avec les nouveaux principes physiques les plus avancés de l'époque. Et c'est comme ça qu'on a Caravelle. Caravelle, en 1958, on est en Amérique du Sud, on a vu arriver Caravelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le premier biréacteur civil qui est arrivé, c'était extraordinaire, c'était la France. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas grand-chose. Et certains parlent du déclassement de la France. Je n'aime pas beaucoup ce mot-là. Mais en réalité, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Alors, moi toujours, je dis, si Castex et Macron le font, très bien. Pour l'instant, je n'y crois pas. Je n'ai pas forcément beaucoup vu votre opinion sur la notion de territoire. Est-ce que, bon, même si c'est parfois des débats un petit peu technocratiques, est-ce que vous êtes pour l'approche régionale, l'approche départementale? Jean Castex a l'air de donner une inflexion en faveur du département. Est-ce que vous avez un avis tranché sur ces sujets-là? Alors, ce qu'a dit Macron, qui était contre l'assignation à résidence, et ce qu'il est vrai contre l'assignation. C'est vrai qu'il y a l'assignation à résidence, parce que si une industrie s'en va, et on a laissé partir les industries, non seulement on perd l'emploi, mais la maison ne vaut plus rien. On le baisse de moitié, le prix baisse de moitié. Donc il faut absolument un aménagement du territoire. Et il faut redonner une forme à ce qui était la direction de l'aménagement à la Datar auparavant. Il faut des instruments pour l'aménagement du territoire. Il faut une caisse des dépôts et des consignations qui étaient engagées dans l'aménagement du territoire, qui le soit beaucoup plus. Il faut des banques de territoire qui fonctionnent vraiment. Il y a toute une série de choses concrètes qu'il faut faire pour eux. Alors on a écrit un texte pour les maires qui est précisément un manifeste pour l'aménagement du territoire, et en disant que ça se situe dans le contexte
de crédit public et d'une banque nationale. Alors cet aménagement du territoire n'est pas possible à l'échelle de l'Europe actuelle. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans ce contexte-là, qui est, disons, celui de la mondialisation relayée par l'Europe, par l'Union européenne, il ne faudrait pas dire l'Europe, l'Union européenne, il y a des centres urbains qui se sont développés, Paris en particulier, et puis le reste des territoires qui n'a pas été irrigué. Et moi je pense que si on veut un développement, il faut que chaque élément du territoire puisse se développer. Et le département me paraît en effet, je pense que c'est une bonne chose, ce qui a été dit de ce point de vue-là, le département en effet me paraît le lieu où s'exprime la démocratie. Dans la région, beaucoup moins, d'abord parce qu'elle n'a pas les moyens, elle est dépendante, et ensuite parce que c'est un ensemble que l'Union européenne, ou ceux qui veulent mettre l'Europe par-delà ou contre la nation, pensent comme l'Europe des régions. L'Europe des régions, l'Europe des centres urbains. Vous avez vu, les 50 plus grandes villes, ce sont une cinquantaine, où Michael Bloomberg, l'homme des marchés financiers, de la spéculation, dit qu'Anne Hidalgo, c'est sa petite sœur, il aime beaucoup. Donc non, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est inadmissible. Alors, revenons aux questions de santé. Je voudrais revenir sur un aspect de votre programme de 2017. Vous avez abordé la question de la santé. Dans votre programme de 2017, vous demandiez de restaurer la protection sociale, de restaurer l'hôpital public et, curieusement précurseur, de revaloriser les infirmières, les infirmiers. Alors, sans revenir sur tous ces aspects programmatiques, j'aimerais avoir votre appréciation sur le Ségur de la santé qu'a piloté Olivier Véran. Alors, c'est un peu mieux, mais c'est très loin de ce qui est nécessaire. D'abord, parlons argent, 180 € environ de plus par mois, on est encore loin de la moyenne de l'Union européenne. Pour ça, il faudrait les 300 € qu'exigent les soignants. Ensuite, il y a la dette. Pourquoi les hôpitaux doivent avoir cette dette de 30 milliards, quelques 30, 33 milliards? Pourquoi? Alors que c'est l'État qui les a mis, disons, dans la situation où ils devaient s'endetter. Ils ne pouvaient pas fonctionner autrement. Il n'y a rien qui a été dit dans le Ségur de la santé sur les lits d'hôpitaux. Est-ce qu'on va continuer à les diminuer ou pas? Il y a de nombreux hôpitaux, même où il n'y a pas le personnel non plus. On voit des chambres, on voit les lits et ils ne sont même pas occupés. Donc, il n'y a pas un effort dans ce sens. Et en plus, il y a le problème du pouvoir dans l'hôpital. Qui a le pouvoir? Des gestionnaires qui pensent, toute la critique qui a été faite, en flux tendu et en juste à temps. Et pas en termes de stock, ce qu'on a vu, le désastre avec la pandémie, l'effet désastreux au moment de la pandémie. Et à ce moment-là, on dira, ah oui, mais il y a des médecins, il y a un médecin élu par les autres qui est auprès du directeur. Mais c'est toujours la vision financière des choses. On n'a pas mis les soignants au cœur de l'hôpital. Alors moi, j'ai un paradoxe, et je pense que ce n'est pas seulement un paradoxe, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait à défendre. C'est que l'État a, disons, procédé à une culture managériale, comme on l'appelle dans l'hôpital, avec cet anglicisme, une culture de la gestion, et que c'est une culture qui est basée sur le financier, essentiellement, avec des bémols parfois, mais essentiellement. Moi, je crois qu'il faudrait faire le contraire. C'est l'État qui devrait être géré avec les principes d'un hôpital, pour le soin de tous, pour le développement mutuel, et avec une vision où la solidarité et le progrès soient associés. Le nom de notre parti, Solidarité et Progrès, c'est ce que ça veut dire. D'accord, donc c'est la nouvelle gouvernance, mais inversée. Alors, continuons un petit peu sur les aspects de vos propositions. Vous militez en fonction d'une écologie responsable et humaine. À l'heure où les élections municipales ont vu le triomphe de l'écologie à Lyon, à Bordeaux, à Marseille d'une certaine manière, et à Paris, si on veut. Grenoble. À Grenoble, mais Grenoble s'était déjà installé avec Éric Piolle. Eh bien, quelle est votre définition de cette écologie responsable et humaine? Est-ce que vous êtes pour la décroissance verte ou pour la croissance écologique? Ni l'une ni l'autre. Il y a deux mauvaises choses dans l'écologie. La première, c'est ceux qui pensent que l'homme est séparé de la nature, que l'homme est un grand méchant qui fait du mal à la nature. L'homme est un prédateur, un pollueur, et il faut l'empêcher et le sanctionner. Bon, ça c'est rejeté, je pense qu'une majorité le rejette en France. Encore que, quand on voit
Extinction Rebellion se manifester, ça va dans ce sens. Après, il y a une deuxième pire conception, c'est les intérêts financiers qui essayent de mettre la main sur l'économie verte. On voit Mark Carney, par exemple, Michael Bloomberg, dont je parlais tout à l'heure, qui ont toutes ces responsabilités autour des Nations Unies, ou l'Orient Stubiana, qui prônent cette économie verte, cette transformation verte, sans avoir aucun sens de ce qu'est dans une économie la densité de flux d'énergie et de flux de technologie. Pour eux, il y a peut-être une issue qui ramène au passé en ce qui concerne la densité d'intervention de l'homme dans l'économie. Ça, non. Et en plus, on a fait un dossier sur cette question, sur la finance verte. Mais enfin, il y a la notion de l'écologie qui est juste. La notion de l'écologie qui est juste, c'est que l'homme doit prendre soin de la nature, mesurer les conséquences de ce qu'il fait de manière responsable et penser en termes du futur. Alors je sais bien, on a réuni cette convention sur l'écologie, 149 propositions, Macron dit j'en prends 146, mais on n'a pas traité ni la question du carbone, ni la question du nucléaire. Dans les transformations à apporter sur le thème de l'écologie, quels sont les 2 ou 3 points qui vous semblent clés? Alors je dirais, aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'est le nucléaire. Il y a eu toute une série de faux débats. D'abord la critique écologique, parce que c'est dangereux, parce que ça remet en cause la nature. C'est quelque chose qui est dans la nature, le principe du nucléaire. Il y a même des centrales nucléaires en Niger ou ailleurs qui sont dans la nature, dans le principe de la nature. Donc l'homme s'empare d'un principe de la nature. Voir s'il fait du bien ou s'il fait du mal. La première chose. Donc c'est l'orientation politique de la société qui est en jeu. Ce n'est pas par une question écologique qu'on doit le rejeter. Au contraire, on peut dire que ça ne fait pas de CO2. Donc certains disent c'est très bien. Il y a tout un débat sur le CO2, donc je pourrais en reparler aussi. Maintenant, il y a les nucléocrates en France qui ont mis la main dessus. Et les nucléocrates ont fait peut-être encore plus de mal au nucléaire que les écologistes. Parce qu'ils ont présenté ce nucléaire sans en faire la pédagogie, sans expliquer aux gens. Et il n'y a pas une conception du nucléaire, où il y en a en partie avec ITER, mais il n'y a pas une conception du nucléaire où le nucléaire n'est pas une technologie à un moment donné, le principe Westinghouse, appliqué à la fission, aux centrales existantes. Il y a une évolution. Il y a des centrales à sel fondu, à thorium. Il y a la fusion thermonucléaire contrôlée. Pour moi, l'avenir, c'est la fusion thermonucléaire contrôlée. On pensait l'écologie de ce point de vue-là. Et adossé à une économie de l'hydrogène. Parce qu'avec le nucléaire, ça coûte bien meilleur marché de faire de l'hydrogène. Il y a toute l'isolation thermique. Ça, c'est très bien. On le fait, c'est très bien. Il y a tout le ferroutage. C'est-à-dire qu'en Suisse, tous les camions prennent la voie ferrée, ou presque tous. Il faudrait qu'en Europe aussi. Donc il y a toute une série de mesures qui ne sont pas contradictoires, au contraire, avec un développement économique fondamental, mais que sont présentées dans la plus grande confusion, sans voir qu'il n'y a pas de contradiction entre ce développement économique et le soin que l'homme peut prendre de la nature, le vrai, pas par l'abstention. Parce que par l'abstention, comme nous dit un Yves Cochet, par exemple, si on fait l'abstention et si on se réfugie dans une collapsologie grotesque, eh bien, on ne croit plus à l'homme, plus du tout. Et beaucoup de ces écologistes, derrière leur vision, beaucoup de verts, derrière la vision, ce n'est pas le cas de Pierre Hermy qui a été élu à Bordeaux, qui avait beaucoup de ténacité. Je rends hommage à sa ténacité. Depuis 1995, il se présente avec beaucoup de ténacité et de courage. Donc bon, il y a l'homme et il y a les idées. C'est deux choses différentes souvent. Mais cette conception-là, cette conception du nucléaire, ils ne la comprennent pas. On ne la comprend pas et on n'en a pas fait la pédagogie. Nous faisons depuis toujours la pédagogie, mais on ne veut pas entendre, on commence à l'entendre un peu aujourd'hui, cette conception d'un nucléaire citoyen et pas un nucléaire qui appartient à une caste. Alors Jacques Cheminade, l'objet de ces entretiens de stratégie française, c'est aussi de mieux connaître les personnalités que nous rencontrons. À ce propos-là, Jacques Cheminade, je suis face à un être multiforme. On vous a appelé le professeur tournesol de la politique. On ne sait pas, enfin on sait que vous êtes plutôt eurosceptique. Vous avez fait des propositions originales sur le champ ou la conquête spatiale, mais on va en parler. À un moment, on vous a associé à une secte. On aimerait savoir finalement qui vous êtes. Quelle est finalement cette volonté qui est la vôtre de représenter des idées qui a fait que
un simple citoyen se lance en politique et se décide à aller jusqu'à l'élection présidentielle. Bref, qui est le véritable Jacques Cheminade? Alors, je vais vous répondre de façon littéraire. Je ne veux pas être l'Ulrich de l'homme sans qualité ou de l'homme sans, je dirais, sans particularité. Vous savez, l'Ulrich, dans l'œuvre de Musil, c'est l'homme qui sait tout, qui comprend tout, mais qui reste silencieux, qui n'intervient pas. Moi, quand j'ai vu la direction dans laquelle allait le monde, j'ai voulu aller sur la scène pour le dire et trouver une occasion de le dire. Il se trouve qu'en France, c'est l'élection présidentielle. Donc, je l'ai fait. Alors, évidemment, pour le reste, tout ce qu'on a dit sur moi, dès le départ, parce que j'étais considéré comme une pièce rapportée, quelque chose qui n'était pas prévu. J'ai tout entendu sur mon compte, vous avez été très gentil, mais j'ai entendu agent de la CIA, KGB, extrême droite, extrême gauche, Mossad, agent arabe, Dieu sait quoi, n'importe quoi, pour troubler le jeu et pas aller au fond des idées. Et il y a une série d'images qui défilaient sans aller au fond des idées. Et je vous remercie beaucoup de me permettre de développer aujourd'hui ici le fond des idées. C'est rare. Donc, par rapport à cela, j'ajouterais simplement que si je pense à ma vie, il y a le moment où je suis arrivé en France. Vous savez, quand on est à l'étranger, qu'on est né à l'étranger, on a peut-être une idée encore plus haute de la France que les Français qui sont en France. Et quand je suis arrivé, on est arrivé par Cherbourg, j'avais 6 ans, on arrive à Caen, et Caen était détruit. Alors, évidemment, j'étais dans le train et je sentais que quelque chose était bizarre. Je dis à mon père, pour moi, dans tes bras, mon père ne voulait pas, mais prendre la bras, je vois Caen. Et pourquoi des hommes ont fait ça? Et je crois que c'est ça, le début d'un engagement. C'est d'avoir cette vie un peu facile en Amérique du Sud que nous avions et de découvrir cela. Et attendre beaucoup, beaucoup de la France. Je dirais, dans un sens, qu'elle m'a déçu, mais que les Français, non, eux, ne m'ont pas déçu. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel dans ce pays pour redresser le monde, pour le réparer, le reconstruire et le refonder, très grand. Parce qu'il y a toute une histoire extrêmement conflictuelle dans notre pays, dans laquelle on peut arriver à faire accord de discord, comme disait Jean Bodin dans les 6 livres de la République. Il est le bon compositeur fait accord de discord, le chef d'État aussi, le vrai chef. Ou, comme le dit maintenant le directeur de l'école de guerre, la meilleure façon de diriger quelque chose, c'est de donner le meilleur à ceux que vous dirigez et qu'eux-mêmes pensent que vous vous souciez d'eux. Et je crois qu'il faut retrouver cela, que dans une certaine manière, 2 hommes politiques de l'après-guerre ont eu, qui sont Charles de Gaulle et Pierre Mendès France. Et je crois que ce que disait Pierre Mendès France dans la République moderne, en disant le libéralisme c'est fini, il est revenu, eh bien il faut maintenant aller au-delà de ce libéralisme qui n'est pas un libéralisme, qui est une dictature financière. C'est le fauné, le libéralisme est un fauné. Il faut absolument revenir à une société de l'homme, engagée pour l'homme, avec le progrès. C'est le fameux discours de Mexico de Gaulle de 1964, où il disait que la cause de l'homme était ce qui déterminait son engagement, par le progrès, et pour tous, pas réservé à certains. Et avoir cette idée que quand on rencontre quelqu'un, on essaye d'éveiller en lui ce qu'il peut avoir de créateur, et s'il n'est pas d'accord avec vous, parfois tant mieux, parce que vous fait vous-même réfléchir et devenir un peu plus créateur. Vous avez parlé du général de Gaulle, vous avez parlé de Jean Monnet et surtout de Pierre Mendès France. Justement, j'aimerais savoir, finalement, pour vous, quelles ont été les rencontres fondatrices de votre parcours. Au début de cet échange, vous parliez de Julien Sorel ou de Stendhal. Je suis là plus sur l'incarné, c'est-à-dire c'est les rencontres qui ont forgé d'une certaine manière l'être que vous êtes. Ah, il y a les rencontres avec des amis dans l'histoire, je crois. Et vous direz que c'est désincarné, pour moi c'est très charnel. C'est la rencontre avec Edgar Allan Poe à l'âge de 11 ans, et l'avoir lu. Comment on peut maîtriser la peur en étant rationnel? Et vous savez ce que disait Roosevelt, il faut avoir peur que de la peur elle-même. Et là, il y a une période de ma vie en Amérique du Sud où je découvre quelque chose, parce qu'un Français en Amérique du Sud, où est mon identité? Et là, je découvre qu'on peut avoir quelque chose de personnel qui permet de surmonter tous les débats intérieurs qu'on peut avoir. Puis ça a été, et je ne rentrerai pas longtemps dans ça, ça a été Kafka, le procès, le château, tout ce qui est l'analyse d'un monde que plus tard je verrai réapparaître de façon caricaturale. Et enfin, c'est le général de Gaulle et des amis de mon père. Je me souviens toujours de cette réunion qui m'a beaucoup révélé sur la France. On était autour d'une table en Auvergne,
On est dans les années 60, il y avait le maire de Clermont-Ferrand, il y avait l'abbé Puyot, le grand maître de la maçonnerie, et tout ça, le monde-là de la province. Et je commence à attaquer Pierre Laval violemment en disant Laval, c'est épouvantable ce qu'il a fait, etc. Je le pense toujours d'ailleurs. Et il y en a un qui dit, jeune homme, vous savez, on est autour de cette table, 2 ou 3 qui doivent leur vie à Pierre Laval. Et j'ai vu à ce moment-là qu'il y a en France des réseaux qui jouent par-delà ce qui est apparent. Et que ces réseaux jouent pratiquement dans toute la vie. Alors, évidemment, c'est une chose à la fois qui se comprend, c'est des hommes, mais qui en même est embarrassante parce que ces réseaux prennent le contrôle des attitudes politiques. C'est le problème des partis. De Gaulle attaquait le régime des partis. Il avait raison. Un parti devient un problème quand il fait passer l'intérêt du parti avant l'intérêt de la nation avant l'intérêt de l'humanité. Donc, il faut penser dans ces termes-là. Et tout ce qu'on a dit contre moi, c'est parce que j'essayais de porter ça dans la campagne présidentielle de 95, en disant si on continue comme on va, il va y avoir une très grave crise mondiale, financière, économique. Elle s'est produite. J'avais dit 10-12 ans après, elle s'est produite un peu plus tard. Mais elle a eu lieu, 12 ans, exactement, 95-2007. Et à ce moment-là, on ne voulait pas entendre ça. On était engagé dans une voie qui était la voie qu'on pensait être celle d'une, disons, inégalité bien tempérée et d'un système financier qui allait marcher. Eh bien, il a montré qu'il ne pouvait pas marcher. Et maintenant, la situation est encore pire qu'elle n'était en 2007-2008. Jacques Cheminade, je suis curieux. Comment quelqu'un, excusez-moi de me permettre, mais sorti de nulle part, comme vous, se lance en politique, lance un mouvement d'idées et décide d'organiser une campagne présidentielle. Comment s'organise-t-on et comment, peut-être ça là aussi mystère à dévoiler, se finance-t-on? Alors, la première chose, avant que je me lance, nous avons frappé à toutes les portes. Et on a montré un intérêt, disons, très limité pour nos idées. Pourquoi? Parce qu'on voyait une économie et une politique situées en France dans certains cadres. On a l'impression de quelque chose qui apportait des éléments qui sortaient du cadre. Alors c'est intéressant parce que les vieux, je peux vous dire, dans le gaullisme, dans le Parti communiste et dans des socialistes, au départ, étaient très intéressés. Le général Billotte, par exemple, était très intéressé par l'idée de la Rouge. Georges Cugnot, dans le Parti communiste, était intéressé aussi. Il y avait des dialogues. Puis, poum, cela a disparu quand, après le tournant du 15 août 1971, séparation de l'or et du dollar, la dérégulation générale, et Jean-François Guéraud a publié un livre très intéressant sur ça, le nouveau capitalisme criminel. Négligence criminelle ou opération criminelle. Un capitalisme contrôlé en grande partie par des mafias. Tout le système actuel opère sur une base quasi mafieuse. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites, y compris à Paris, sur les mafias opérant en Colombie. Mais elles opèrent aussi en costume et en cravate dans les couloirs des grandes banques. Pourquoi? Par exemple, en France, les 40 grandes sociétés du CAC 40 ont chacune un ou deux ou trois représentants de banques qui sont la courroie de transmission du système dollar au sein de l'euro. Donc on a cette chose. Moi, il fallait que je sois sur le front des idées et que j'y arrive. Alors on a décidé d'y aller à ce moment-là, en 1995. On a d'abord tâté le terrain, puis on a vu un grand intérêt des maires. Donc on s'est dit, c'est bien, ça a été relativement facile de trouver 500 signatures en 1995. Donc on a eu ces signatures avec une équipe de 15-20 personnes et des amis un peu partout en France qui obtenaient ces signatures. Puis je suis arrivé, et là, ça a été vraiment un tir à vue contre moi, partout. C'était l'homme qui débarquait alors qu'il n'avait pas sa place ici. En France, il n'y en a pas la place prévue, assignée. On est assigné à résidence politique. Donc là, j'arrivais et j'attaquais de tous côtés. On l'a vu dès le départ, à notre surprise à l'époque. On pensait que ça serait un peu moins. Donc ça s'est passé comme ça en 95. Alors comment on se finance? Voilà, comment on se finance? Avec 3 fois rien. Nous sommes toujours ceux qui ont dépensé dans une présidentielle entre, je dirais, 200 000 et 450 000 euros. C'est rien. Et on a rejeté mon compte de campagne dans des conditions inouïes en 1995, pour me faire payer. Le Conseil constitutionnel a décidé de rejeter. J'ai rencontré Roland Dumas après,
qui est un homme d'ailleurs tout à fait aimable, un filou tout à fait aimable, qui m'a dit, mais si on avait su qui vous étiez, mais si on avait su, on a fait ça, parce que... Bon. Et après, dans une émission de télévision, on lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas rejeté Balladur? Il a dit, bon, parce qu'on ne peut pas savoir. Alors on dit quand même, les t-shirts et le reste. Ah, il a dit, oui, mais si on avait été Balladur, on aurait dû rejeter Chirac. Si on avait rejeté Chirac, ah, ça aurait été une grande atteinte à la démocratie en France. Et à ce moment-là, l'homme de l'Express, je suis reconnaissant de ça, Christophe Barbier, dit, et Cheminade, pourquoi vous avez rejeté son compte de campagne? Et alors, la réponse de Roland Dumas est extraordinaire. Il dit, vous savez, Balladur, Chirac étaient des gens adroits, ils connaissaient. Cheminade, lui, a été plutôt maladroit. Donc le droit devient une question d'adresse et de maladresse. C'est un aveu. Alors, le scandale est d'abord ce fait, mais le plus grand scandale, c'est qu'aucun journaliste ne vous reprendre cela. Aucun. On a frappé toutes les portes. J'ai une avocate qui n'avait pas nécessairement les mêmes opinions politiques que moi, une femme très courageuse, elle a frappé à toutes les portes. Rien. Donc c'est ça qui est frappant dans le système français. C'est une oligarchie du silence. L'oligarchie française, anglaise, est beaucoup plus retorse et beaucoup plus habile. Je dirais la différence, c'est que traiter Sykes-Picot, qui charcute le Moyen-Orient. Vous savez, je ne sais pas si vous ne le savez pas, Picot a signé avec un stylo, et Sykes a signé avec un crayon. Donc ça peut toujours effacer. Donc c'est ça. Et là, cette campagne, on l'a faite, toutes ces campagnes, on les a faites dans des conditions que les gens ne pouvaient pas y croire. On a dit tout et n'importe quoi. Maintenant, ils savent. Mais ils disent, une campagne comme ça, il n'y a pas l'argent, ce qu'a dit Villepin d'ailleurs. Cheminade n'a pas l'argent, il a eu 500 signatures, ça ne sert à rien. Moi qui ai l'argent, je n'ai pas eu les signatures, moi qui suis le voir, moi qui suis Villepin, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Donc, ils ne voient pas qu'il y a ce travail. Et là, je voudrais dénoncer une chose que je n'arrête pas de dire, et qu'on ne reprend pas. Vous savez que sous De Gaulle, qui était ce politique autoritaire, déplaisant selon les gens à l'époque. Maintenant, tout le monde est gaulliste, mais à l'époque, non. Donc, il donnait 1 million dans une campagne présidentielle. Il fallait 100 signatures, donc il a fallu 500, je suis tout à fait pour, il en faut 500. Donc, il donnait 1 million de francs. Si on traduit en euros d'aujourd'hui, en pouvoir d'achat, c'est entre 1,2 million et 1,4 million euros. Vous savez combien on donne? 150 000 euros, parce qu'on traduit 6,6, le million, sans considérer le pouvoir d'achat. Donc, la présidentielle est beaucoup plus fermée à cause de ce verrou financier qu'elle ne l'était sous De Gaulle. Ça, on ne le sait pas et on ne veut pas le dire. Alors, certains ont même dit « Ah, mais c'est dépenser de l'argent pour rien », c'est Pasqua qui l'a dit. On ne veut pas trop dépenser, il ne faut pas encourager les hommes politiques à dépenser. Alors que ce soit Pasqua qui le dise, quand même, c'est la France. D'aujourd'hui, malheureusement. Enfin, d'hier, en ce qui concerne Pasqua, mais ça continue aujourd'hui, peut-être en pire. On n'est pas aussi honnête ou sincère que Pasqua l'était, s'il disait les choses à haute voix qu'il ne fallait pas dire. Alors, les deux élections présidentielles suivantes, 1995, peut-être l'effet de cette ostracisation, vous ne réussissez pas à réunir les 500 signatures, vous revenez en 2012 et en 2017. J'ai envie de vous poser la question, finalement, de ces trois campagnes, laquelle avez-vous préférée? Aucune, je dirais, et toutes. Alors, aucune, parce que les conditions dans lesquelles elles se sont passées, ce n'est pas les conditions dans lesquelles ce livre que j'avais écrit, La France avec les yeux du futur, ou cet autre que j'ai ici, Ce qu'un président doit faire, ça n'a pas d'intérêt. Les gens ne regardent pas. Vous savez que les professions de foi, il faudrait dire les déclarations de candidature, sont lues, on a fait le test, entre 4 à 5% des électeurs, qui les lisent toutes. Les autres votent pour le vote utile, et ça a été ma grande déception. Et aussi la façon dont les journalistes contrôlent une campagne. Moi, je serais partisan qu'il y ait au moins, pour chaque candidat, 2 heures, où des représentants de toutes les forces de la nation grillent et torturent un peu le candidat. Pas des journalistes avec toutes les idées reçues sur les choses, qui après vous disent en privé des choses très différentes de ce qu'ils vous disent en public. Ah, je devais le faire, c'était comme ça, j'avais des instructions, ils le disent. C'est extraordinaire qu'il n'ait pas un plus grand respect d'eux-mêmes, souvent. Alors, ce ne sont pas les journalistes. Le mot est mal dit. Ce sont des éditorialistes. Les vrais journalistes font des efforts, font des enquêtes, font des recherches. Le livre de Victor Jover, qui vient de publier sur les intouchables de l'État et les voraces, ce sont 2 livres extraordinaires, très ennuyeux, mais ils montrent tous les conflits d'intérêts, toutes les relations entre le public, le privé en France, ce que j'appelle l'oligarchie des portes tournantes. Et c'est contre ça, je me disais, il faut monter sur le front des idées et dire quelque chose.
j'aurai très peu de voix, je n'attendais pas d'en avoir beaucoup, mais sur le front des idées, ces choses pourront rester, pourront avoir un effet dans l'histoire. Et je crois que de ce point de vue-là, nous n'avons pas encore gagné, mais on a planté une graine qui pousse. Euh, Quand même, pour continuer une seconde avec ce sujet-là, vous parlez beaucoup du fond. J'étais peut-être plus sur la forme, c'est-à-dire que, bon, je ne sais pas combien de meetings ou de réunions vous avez, réunions publiques vous avez organisées. Est-ce que la dernière campagne qui sauf avis contraire, était la dernière. Je crois que vous avez annoncé officiellement que vous n'étiez pas candidat. J'ai dit pour l'instant, je ne serai pas candidat. Bon, voilà, donc pour l'heure. Donc, que ça dépendait, non. Je pourrais être candidat que s'il y avait un mouvement qui porte à cette candidature plus important que les 3 autres fois. Voilà. Okay. Donc c'était on va dire, la saveur du terrain, c'est-à-dire que peut-être nous partager un ou deux souvenirs de campagne de manière très pratique. Les souvenirs de terrain, c'est la rencontre des maires, et notamment un maire qui m'a dit que il ne pouvait plus vraiment exercer sa fonction comme il l'entendait, à la fois parce que la population comprenait moins bien qu'auparavant ce qu'il devait faire, et que lui se trouvait entravé par la bureaucratie et la paperasserie existante. Et que une vision plus élevée lui paraissait indispensable, c'est pour ça que celui-là avait signé pour moi. Puis un autre, qui était maire depuis 30 ans et dont le père avait été maire, je ne sais pas si le grand-père, probablement aussi, et lui, il n'a certainement pas signé pour moi, parce qu'il faisait partie, il était enquisté dans un système. Donc ça, c'est 2 souvenirs qui me restent. Plus, évidemment, le pire, c'est l'émission sur TF1 avec Carrérou et consorts, où vraiment, j'ai été traité, quand on compare la façon dont j'ai été traité, quand on compare à la façon dont ont été traités tous les autres candidats, on comprend qu'il fallait faire quelque chose contre cet homme qui apparaissait là, qui ne devrait pas y être. Il ne devrait pas y être. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous fichez là? Vous ne devez pas être là. Vous n'avez pas été introduit, on ne vous a pas présenté. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez, au lieu d'utiliser les couteaux et les fourchettes, vous allez peut-être même manger avec vos mains, c'est terrible. Jacques Cheminade, je crois qu'à ce stade de l'entretien, on ne peut pas faire abstraction. On parlait là des rencontres fondatrices, je ne sais pas dans quelles circonstances vous les avez rencontrées, mais on ne peut pas omettre le personnage de Lyndon LaRouche. Donc politicien américain, controversé, polémique, dont, en tout cas c'est ce qu'on dit, vous êtes le porteur des idées en France. Pouvez-vous nous dévoiler la part de mystère qui se cache derrière ce personnage et votre relation à lui? Porteur des idées, vous êtes aimable, on dit mentor, disciple, je ne sais pas quoi d'autre. Non, 1972. Je dois partir en poste à la direction des relations économiques extérieures et on veut pour moi un poste prestigieux. Donc moi je veux aller en Asie, je veux voir la Chine, je veux voir le Japon. Perspicacité de l'administration française, on me dit « Oh là là, c'est pas là-bas que ça se passera, il faudra attendre, ça vaut pas la peine, il faut aller à New York, qui est vraiment là où se passent les choses. » On m'envoie à New York, j'y vais quand même, étant obéissant. Donc j'arrive à New York. Et à New York, qu'est-ce que je vois? 2 choses. D'abord, 80% des Français qui adorent l'Amérique pour de mauvaises raisons, et 20% qui n'aiment pas l'Amérique pour de mauvaises raisons. Et je vois dans ce New York de l'époque arriver des groupuscules ou des sectes souvent plus ou moins indiennes, asiatiques ou autres, à peu près toutes les 2 ou 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment quelque chose de bizarre. Plus la criminalité à l'époque. Et on me dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Lyndon LaRouche, je vais venir voir. Alors j'ai déjà vu plusieurs groupes, plusieurs personnes, et je vais voir LaRouche. Alors, je dis, la façon dont parle LaRouche, qu'on peut juger excessive en Europe, mais la façon dont il parle, moi, me rappelait à l'oral à la fois De Gaulle et Cheikh Anta Diop. C'est curieux de les rassembler tous les 3, des gens très différents, mais une même volonté de pédagogie et d'enseigner. Je n'étais pas d'accord avec certaines des choses qu'il disait, mais l'intention qu'il animait me paraissait extrêmement intéressante. Donc, j'ai approfondi. Et ce qui m'a convaincu, c'est la polémique entre Lyndon LaRouche et Abba Lerner. Abba Lerner, c'était un grand exemple d'un penseur keynésien de gauche. Il avait eu un entretien dans une université américaine, très tendu,
dans lesquels Larouche avait prouvé que Abba Lerner pensait un fascisme sans les croix gammées. Abba Lerner avait dit, si on avait appliqué la politique de Schacht sans Hitler, ben ça aurait été bien. Et maintenant, on est en train de l'appliquer dans des pays comme le Brésil ou les pays d'Amérique latine. Et Larouche lui avait dit, mais oui, vous êtes en train de dire que vous êtes pour une forme de fascisme soft, un fascisme soi-disant adapté. Et alors là, on a dit, Larouche ne parlera plus jamais. Il ne faut pas dire ces choses-là, il ne faut pas dénoncer de cette façon. Et il n'a plus jamais été convoqué dans aucun débat, dans aucune université. J'ai dit, mais il se passe quelque chose dans ce pays. Et j'ai approfondi les idées de Larouche. Alors il y en a deux fondamentales. C'est qu'une économie se définit par, évidemment, sa densité, la densité de technologie, la densité d'énergie. Alors par être humain, par unité de surface et par unité de matière apportée. C'est de ce point de vue que le nucléaire est supérieur aux autres formes d'énergie qui sont moins denses. Et puis, la deuxième chose, c'est, avec cette forme d'énergie, pas de malthusianisme, un développement qui soit fondé sur l'augmentation de la population qu'on peut nourrir et développer dans des conditions meilleures. Ce qu'il appelle le potentiel de densité démographique relative, plus de densité démographique relative à la technologie qu'on introduit. Et ça me rappelait des éléments du plan Ardente Obligation, réducteur d'incertitude, cette époque-là. Et je me disais, voilà quelqu'un qui est en train de poser un débat. Et tout à coup, qu'est-ce que j'ai vu? Tout le monde lui tombait dessus aux États-Unis, il ne faut surtout pas dire ça. Comme à moi, on m'est tombé dessus en 1995 à ma première candidature présidentielle, où je dis, il y a cette crise qui va venir, elle va être très grave, 10, 12 ans, elle est venue après 12 ans, comme je le disais tout à l'heure, et à ce moment-là, on ne voulait pas l'entendre en 95, parce qu'il y avait une oligarchie en place qui ne voulait pas entendre toute chose qui montrait ou elle-même conduisait le sort du monde. C'était l'époque où les pays en développement payaient 2 ou 3 fois leurs dettes à cause des intérêts composés et des dévaluation de monnaie. Je me rappelle toute la critique qu'on avait fait contre le général de Gaulle quand il est allé en 1964 en Amérique latine, où l'Amérique latine l'avait reçu, et tout le monde l'avait attaqué violemment. En 1982, Larouche, avec López Portillo, le dirigeant mexicain, a appelé à faire éclater la bombe de la dette. Les pays ne peuvent plus supporter un tel montant d'endettement. Et López Portillo a dû, comme on dit aujourd'hui, s'écraser, parce que, évidemment, il n'a pas eu de soutien. Donc, cette question de la dette est aujourd'hui très importante. Parce qu'on parle de dette odieuse, moi je préfère dette illégitime. Elle est légitime, elle est odieuse moralement, mais elle est illégitime. Pourquoi? Parce qu'on s'endette sans créer les conditions ou les projets qui permettront de rembourser cette dette. On est dans une sorte de cercle ou de spirale ascendante de la dette sans alimenter et développer l'économie physique. Alors c'est intéressant parce que des penseurs du marxisme, dont on a oublié cet aspect-là, ils sont en train de réapparaître. On appelait ça le capital fictif. C'est Marx, dans le livre 3, chapitre 16 ou 25 du Capital, très intéressant, où il dit il y a cette crise-là, qui est une crise où il y a un développement de la monnaie sans contrepartie productive, mais c'est une crise secondaire. La vraie crise, c'est celle, la baisse tendancielle du profit et tout ça. Bon, la première crise, ça s'est révélé faux. La deuxième crise, ça se révèle vrai, mais il avait mis de côté. Rosa Luxembourg l'a ensuite développé. D'autres penseurs, Hilferding l'ont développé aussi. Il y a eu tout un développement de cette idée de comment faire de la dette avec de la dette, ça aboutit au désastre. C'est le désastre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et là, Larouche m'a convaincu qu'on pouvait avoir une autre politique. Alors, évidemment, la première chose que j'ai vue, c'est 1976, la conférence de Colombo, le mouvement des non-alignés, où Fred Wills, qui était le ministre des Affaires étrangères du Guyana, a proposé une banque internationale de développement, une vraie, pas la Banque mondiale, pas le Fonds monétaire international, pour le développement des pays du Sud. Et qu'il fallait une autre politique qui soit par-delà l'Est et l'Ouest, une politique de développement mutuel et de croissance. Et à ce moment-là, ce qui était en gros la politique aussi gaullienne, ou le mouvement d'orientation, ou de Mendès. Et ça a été écrasé depuis, et aujourd'hui nous en subissons toutes les conséquences. Alors, je comprends bien, j'aimerais quand même rester sur un des aspects polémiques de la personnalité de Lyndon LaRouche. On lui attribue des théories complotistes. Je relais là les choses qui peuvent circuler. Le monde serait dirigé par un conflit opposant la couronne d'Angleterre et le Vatican. Quelle est la part... Ça, il n'a jamais dit dans ces termes-là.
Bon. Il a peut-être dit un moment dans la polémique. Non. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait un comportement d'une oligarchie britannique qui, dans l'histoire, opérait en divisant pour régner. Et ce qu'il a souligné à plusieurs reprises, et qui me paraît aujourd'hui tout à fait juste, c'est que cette oligarchie n'essaye pas d'écraser et d'éliminer l'adversaire, elle essaye de faire en sorte que ses adversaires principaux se battent entre eux. Chiites contre sunnites, juifs contre arabes, français contre allemands, etc., etc. Et qu'elle essaye de prévaloir en créant une situation de ce type. Et il y a eu un moment extraordinaire dans l'histoire, c'est la rencontre entre Roosevelt et Churchill, où Roosevelt dit « Je veux, après la guerre, qu'il n'y ait plus d'empire. Je ne veux pas un système communiste soviétique, mais je veux qu'il n'y ait plus d'empire, et je veux un développement des peuples. » Et Churchill dit « Non, nous, on veut garder notre empire. » Donc c'est là que la critique de Larouche, qui est fondée sur cet aspect, est très intéressante. Alors Larouche parle comme parle un dirigeant américain, et il parle pour réveiller un peuple américain qui est endormi, en des termes parfois qu'on n'utiliserait pas en France. Il le fait à sa façon. Mais c'est ce qui a créé aux États-Unis un mouvement, disons, très profond, très profond, dont on verra un jour ressurgir. Il est là, hein, aux États-Unis, les gens en parlent, il est connu, c'est une sorte de ce qu'on appelle là-bas un folk hero. Mais moi j'ai vu, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis le rencontrer, je crois que c'est en 1984, une émission de la télévision où chaque 5 minutes, après une analyse, disons, fausse et inhumaine contre lui, chaque 5 minutes, on dit « Larouche, small time Hitler »,« Larouche, un petit Hitler »,« Larouche, un petit Hitler ». C'était fou. On croyait entendre Goebbels à l'époque de ses éructations sous les nazis, sous le nazisme. Donc, voilà, Larouche a été quelqu'un qui a inquiété toute cette oligarchie américaine. Et Ramsey Clark, qui était le ministre de la Justice de Lyndon Johnson, qui est parti, qui a créé les lois sur les droits civiques pour permettre effectivement que les Noirs puissent voter aux États-Unis. Ces 2 lois. Puis qui est parti parce que Johnson, en particulier sur le Vietnam, prenait un très mauvais chemin. Donc Ramsey Clark a dit, ce qu'on a fait à Larouche, et il était condamné à 15 ans de prison, il en a fait 5, à 69 ans. Ce qu'on a fait à Larouche, j'ai jamais vu de mon vivant dans l'histoire américaine. C'est le biais, comme on dit en anglais, sur la justice, que j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, été condamné par les services de renseignement américain. Et moi-même, alors là c'est le reflet, j'ai le texte parce qu'il y a le Freedom of Information Act, la loi sur la liberté d'information aux États-Unis, où il faut que le gouvernement donne quelque chose, on va mettre des taches noires pour qu'on ne voit pas, mais là il apparaît que dans, je crois que c'est juste avant 2000, il y a un mémorandum, envoyé par le FBI aux États-Unis aux ambassades américaines, en particulier à Paris, disant il faut que les idées de Larouche ne prospèrent pas et ce cheminade est en danger. Donc dans ce moment-là, oui, les ennemis me considèrent, les ennemis, disons, de la nation, me considèrent en effet comme quelqu'un qui suit les idées du Larouche. Nous arrivons à la conclusion de cet échange, et là aussi pour mieux connaître la personnalité de notre invité, Jacques Cheminade, on a pour coutume de demander quelles sont les influences littéraires, les goûts, le livre qui vous a marqué particulièrement, de manière à mesurer un peu mieux la sensibilité humaine qui est derrière le personnage politique. Alors, c'est les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Friedrich Schiller, qui est un poète allemand, mais qui a été fait citoyen français par la Convention. La Convention de Ruhl l'a fait citoyen français, donc il est franco-allemand, on pourrait dire. Alors Schiller, dans la Révolution française, est tout à fait pour, hein, il est tout à fait pour la Révolution française. Puis il voit comment elle se déroule, et il dit, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y avait pas une vision dans cette révolution, et qu'on a laissé d'un côté progresser les sauvages, les gens qui n'étaient pas formés, qui se lançaient là, qui mettaient les têtes sur les pics, prise de la Bastille dès le départ, hein, le goût du sang, et de l'autre côté, pire encore, ce qu'il appelle, lui, les barbares, c'est ceux qui croient qu'ils ont la formule définitive, qu'il faut l'appliquer, tout ira bien comme ça. Or, il y avait plein de débats en Allemagne et en France, avant la Révolution, on l'a oublié, sur ce que devait être la nature du système qu'on mettrait en place. Et de ce point de vue, Schiller dit, il y a une seule façon de réussir à éviter que la Révolution entraîne de nouvelles tyrannies, c'est une équation esthétique de l'homme, c'est-à-dire enseigner le sens du beau et du sublime. Et voilà ce qu'il écrit, pour moi, c'est mon livre de chevet, et cette citation pour moi a toujours été très importante, je vais vous la lire. En conséquence, si un jeune ami de la vérité et de la beauté
me demande comment il doit s'y prendre pour satisfaire, malgré toute la résistance du siècle, le noble instinct de son cœur, je lui répondrai: engage le monde sur lequel tu agis dans la direction du bien, alors le calme déroulement du temps amènera l'épanouissement. L'édifice de l'illusion et de l'arbitraire tombera, il doit tomber, il est déjà tombé à partir du moment où tu as la certitude qu'il fléchit, mais il doit fléchir dans l'homme intérieur, non pas seulement dans celui qui paraît au dehors. Et enfin, la dernière partie de la citation, je en saute une autre partie. Et pour qu'il ne t'arrive pas de recevoir de la réalité le modèle que tu dois lui donner, ne te risque pas dans son équivoque compagnie, avant de t'être assuré qu'un cortège de figures idéales est présent dans ton cœur. Bon, ça, c'est des influences. Vis avec ton siècle, mais sans être sa créature. Dispense à tes contemporains non les choses qu'ils vantent, mais celles dont ils ont le plus besoin. Voilà, ça c'est... Merci pour cette lecture et on sent effectivement toute la, on va dire, la cohérence de vos choix à travers cette lecture. Là aussi, dans les petites traditions que nous avons dans ces échanges, on demande à notre personnalité invitée de nous présenter un objet auquel il est particulièrement attaché et de nous expliquer finalement la raison pour laquelle cet attachement est là. Alors, c'est ceci qui est ce qu'on appelle un biface. Alors, un biface, c'est un objet que déjà l'homme de Néandertal a produit. Celui-là vient du Sahara espagnol. Hein. Il y en a un ici qui vient de France, de Font-Mort. Donc, c'est un objet qui a donc à peu près 30 000 ans. Ah non, beaucoup plus. Beaucoup plus? Beaucoup plus. Ça, Font-Mort, c'est 50 000. Et celui-là, c'est probablement plus de 100 000. 150 000. C'est ce qu'on appelle l'Acheléen. Mais avant l'Acheléen même. Avant Saint-Achel, le préfet de l'époque a découvert la préhistoire. On appelait ça les antiquités antédiluviennes. Donc, pourquoi c'est si intéressant? Parce que c'est un objet à double symétrie. Une symétrie comme ça, une symétrie comme ça. Et cet objet n'est pas un objet qu'on utilisait, c'est un chef-d'œuvre. On l'utilisait simplement pour montrer, comme les guildes au Moyen-Âge, qu'on est capable de faire un chef-d'œuvre qui élève et porte la société. Alors, ce qu'il a d'intéressant, c'est que c'est le premier outil dont on peut dire qu'un animal ne peut pas le faire. Pourquoi? Les animaux ont des outils. Hein. Les singes bonobos, très intelligents. On sait les corneilles de Nouvelle-Calédonie, mais alors formidables. Mais elles ne sont pas capables de faire ce qui a été fait sur cet objet, c'est-à-dire une retouche. L'action sur l'action, la conscience de l'action par rapport à un objet constitué dans le futur. C'est pour ça que pour moi, un biface, c'est tellement important. Puis c'est beau. Je pense que les lignes géométriques sont vraiment extrêmement belles, telles que c'est élaboré. Et ça montre la connaissance et la confiance de l'homme en lui-même et en sa façon de façonner la nature et d'y intervenir. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé à partir, pour essayer de se moquer de ce que je présentais, que j'étais l'homme qui était pour l'espace, les petits bonshommes verts. Évidemment, j'ai parlé de petits bonshommes verts, pour moi l'espace c'est une longue patience. C'est commencer quelque chose pour aller au-delà des capacités de l'homme à un moment donné, où l'homme peut rencontrer quelque chose de nouveau, dans lequel il doit nécessairement innover, comme on innove à la préhistoire, et inventer. Et je pense que ce grand écart entre la préhistoire, l'histoire comme on l'appelle, et l'homme du futur, qui a une identité extraterrestre, je pense, comme vous disiez les grands savants russes, américains et chinois aujourd'hui, et français d'ailleurs, Langevin utilisait les mots de cette peinture, il y a un lien qui fait que l'homme pense plus grand. Il regarde les étoiles et il pense plus grand. Et il pense qu'il pourrait y aller, il pense encore plus grand. Et il ne pense plus aux médiocrités des choses sur Terre. Et je crois qu'un exemple sur ça, je finirai sur celle-là, c'est l'amitié entre astronautes, russes et américains, même sous les années Brejnev, qui ont fait l'Association internationale des astronautes explorateurs. Et que là, l'être humain doit être un explorateur et quelqu'un qui prend des décisions que peut-être très peu de ses semblables auraient pris, mais qui est à l'avant-garde des humains, et qu'ensuite, il doit être capable d'expliquer aux autres pourquoi il l'a pris et faire leur pédagogie. Et je pense que de ce point de vue, dans notre histoire, l'exemple de Gaulle est si important, ou Lazare Carnot pendant la Révolution. Élever à la dignité d'homme tous les êtres humains. Merci Jacques Cheminade pour ces traits tissés, ces liens tissés entre la préhistoire et le futur le plus immédiat.
Merci pour la qualité de cet échange. Merci de nous avoir reçus dans le cadre de ces entretiens. Merci surtout d'être venu. J'étais très heureux. J'aurais voulu recevoir dans de meilleures conditions, mais c'était C'est le jeu de ces entretiens. Merci. extrêmement important d'avoir une discussion longue. C'est pas le truc court du journaliste.